Je pense qu'en effet, l'autonomie stratégique européenne n'est pas simplement un concept. C'est en train de devenir une réalité, à la fois politique et en acte. C'est ce que nous sommes en train de construire tous ensemble. Et donc nous avons cela à faire pour nous-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur. C'est d'ailleurs au titre de cette autonomie stratégique qu'il nous faut préserver l'unité de l'Europe vis-à-vis de la Chine. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs l'un et l'autre constamment défendu une approche unie vis-à-vis de la Chine, en récusant des formats de division, le fameux 17+1 ou d'autres, et en défendant une approche unie. J'avais pris l'initiative en 2019 d'associer à l'époque la chancelière Merkel et le président Juncker, et là de proposer qu'on ait un format trilatéral avec la présidente von der Leyen à l'occasion de cette visite, ce qui est la meilleure démonstration d'unité de notre Europe. Ensuite, vis-à-vis de la région, nous avons une unité et notre autonomie stratégique se déploie à travers la stratégie indo-pacifique que nous avons adoptée en européen et que d'ailleurs nous rappelons et soutenons l'un et l'autre compte tenu de nos histoires dans cette région à travers la déclaration commune à l'occasion de cette visite. Nous sommes tous deux, et c'est la politique européenne, pour un Indo-Pacifique ouvert. Et à cet égard, la position de la France et des Européens est la même sur Taïwan. Nous sommes pour le statu quo et elle est constante, cette politique, elle n'a pas changé. C'est la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la question. C'est ce que j'ai dit en tête-à-tête au président, c'est ce qui a été redit partout. Nous n'avons pas changé. Par ailleurs, sur ce sujet, je peux vous dire, pour avoir parlé au président Biden, avant mon voyage en Chine, que celui-ci, à titre personnel, a une volonté qui est d'éviter toute escalade en dépit des tensions actuelles. Et nous avons chacun notre approche de la Chine, mais nous partageons une vision commune d'un Indo-Pacifique ouvert là aussi avec les États-Unis, d'où la navigation est libre et la coopération possible. Et quand j'entends certains qui doutent de la clarté de la France sur ce sujet, je les invite quand même à regarder que ces derniers jours ont vu la frégate Prairial passer justement dans les eaux qui étaient prévues, dans la région, et démontrer clairement notre engagement pour un Indo-Pacifique ouvert, sans provocation, sans escalade, avec respect, avec clarté. C'est la fin d'un long week-end d'opérations chinoises d'encerclement de Taïwan. Pékin a annoncé lundi avoir achevé avec succès ses manœuvres militaires. Elles servent d'avertissement sérieux face à la collusion entre les forces séparatistes recherchant l'indépendance de Taïwan et les forces extérieures pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Nous espérons que la communauté internationale comprendra l'essence de la question taïwanaise, respectera le principe d'une seule Chine et s'opposera à toute forme d'activité séparatiste de Taïwan. Pékin s'est dit prêt pour le combat à n'importe quel moment et résolu à écraser toute forme de séparatisme taïwanais. Des manœuvres chinoises qui ont reçu lundi le soutien de la Russie. Taïwan avait détecté 12 navires de guerre et 91 avions de l'armée chinoise. À la fin des manœuvres, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a accusé la Chine de saper la paix et la stabilité dans la région. Le récent harcèlement du commandement de l'armée chinoise a déstabilisé la région. Cette fois, la visite de la présidente taïwanaise était le prétexte pour mener des exercices militaires. Les États-Unis, eux aussi, ont mené des manœuvres dans la région. Un destroyer américain était présent lundi dans un secteur de mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. Une intrusion immédiatement dénoncée par la Chine. Ravi de vous retrouver sur Arte. On démarre cette émission dans la capitale d'un pays où l'on serait plus heureux qu'ailleurs, à en croire les classements. Vous avez peut-être reconnu Helsinki, capitale de la Finlande. Pour expliquer cette qualité de vie exceptionnelle, on cite la proximité avec la nature et notamment avec la forêt qui couvre 70% du pays, des milliers de lacs, d'îles, des saunas, une faible densité de population, mais aussi un bon fonctionnement de la démocratie, un État-providence performant, un climat de confiance entre citoyens et institutions, les principes d'égalité, notamment hommes-femmes respectés. La Finlande,
pays du bonheur, qui partage pourtant plus de 1000 km de frontières avec la Russie de Vladimir Poutine et qui, depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, sort de sa discrétion. L'occasion pour nous de revisiter l'histoire et la géographie de la Finlande, qui, après avoir longtemps joué la carte de la neutralité, veut désormais rejoindre l'OTAN et s'ancrer clairement à l'ouest. Sortons nos cartes. Coincée entre deux grands voisins, la Suède à l'ouest et la Russie à l'est, 1340 km de frontières communes, plus la Norvège au nord, la Finlande a une superficie de 338 000 km², presque autant que l'Allemagne. C'est le 5e État le plus vaste de l'Union européenne. La Finlande est bordée au sud par la mer Baltique, avec de l'autre côté du golfe de Finlande, l'Estonie. La Finlande forme avec le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Islande les pays nordiques. Mais attention, ce n'est pas un pays scandinave, car ses ancêtres ne sont pas vikings. Son climat est continental, hiver froid, été tempéré grâce au Gulf Stream. Au nord du cercle polaire en hiver, la nuit dure plus d'1 mois. Autour du solstice d'été, le soleil de minuit ne se couche jamais. Il y a 10 000 ans, les glaciers recouvraient la Finlande. Aujourd'hui, les 2 tiers du pays sont peuplés de forêts. Le plus haut sommet, le Alti, en Laponie, atteint 1328 mètres, sans oublier les 60 000 lacs couvrant un 1/10 du territoire. Ceux de Saimaa et d'Inari font plus de 1000 km², avec des milliers d'îles. Côté population, les 5,5 millions de Finlandais habitent les côtes sud, 1,3 million autour des villes d'Helsinki, d'Espoo, de Vantaa, suivi de Tampere, 320 000 habitants, et Turku, 300 000 habitants. La Finlande a 2 langues officielles, le finnois, de la même famille que l'estonien et le hongrois, parlé par 92% des Finlandais, et le suédois, 300 000 locuteurs, surtout dans l'archipel d'Åland et autour de Vaasa. S'y ajoutent les langues des Samis au nord et celles des 10 000 Roms. Ce bilinguisme officiel est un héritage d'une histoire mouvementée. En voici les grandes dates. Au début de notre ère, un peuple du nord de l'Oural migre jusqu'à l'isthme de Carélie, berceau de la nation finlandaise. Ce peuple reste longtemps une nation sans État, tiraillée entre les mondes scandinaves, russes et germaniques. De 1323 à 1809, la Finlande sera d'abord suédoise, création d'Helsinki, d'une administration efficace, adoption d'une religion, le protestantisme luthérien. Puis la Finlande devient russe sous le tsar Alexandre Ier, avec une large autonomie légale et sociale. Le nationalisme finlandais s'épanouit alors et s'oppose à l'aigle russe sous Nicolas II. Enfin, le 6 décembre 1917, la Finlande devient indépendante après la Révolution d'octobre. Mais aussitôt, le jeune État se déchire. Début 1918, une guerre civile oppose les rouges pro-communistes aux blancs nationalistes dirigés par le général Mannerheim. Les blancs l'emportent, bilan 36 000 morts, dont 27 000 rouges. Novembre 1939, c'est au tour de Staline d'attaquer suite au pacte germano-soviétique. Malgré une résistance finlandaise féroce, la guerre d'hiver s'achève par des pertes stratégiques pour la Finlande en Laponie et en Carélie. La Finlande poursuit ensuite une guerre de continuation aux côtés de l'Allemagne nazie jusqu'à sa défaite en 1944. Les Finlandais doivent alors céder à l'URSS Petsamo ses mines de nickel et perdent leur accès à l'océan Arctique. Au début de la guerre froide, la Finlande fait en sorte de ménager Moscou pour ne pas être absorbée dans le bloc de l'Est. Ainsi, le président Paasikivi refuse le plan Marshall américain, signe un traité d'amitié et de coopération avec l'URSS et intègre les communistes dans la vie politique. Cette neutralité active, qui donnera lieu au concept de finlandisation, est poursuivie par le président Kekkonen. Ce double jeu Est-Ouest rend possible le miracle économique finlandais. Car si d'un côté la Finlande vend 20% de sa production à prix fixe à Moscou, profitant en retour du pétrole russe bon marché, de l'autre, elle multiplie les échanges avec l'Europe occidentale, rejoignant en 1961 l'Association européenne de libre-échange. Conséquence, de pauvre et rural, le pays devient industriel et urbain et s'occidentalise. Des accords syndicats-patronat améliorent la protection sociale. Le PIB finlandais par habitant rejoint ceux de l'Allemagne et de la France.
Diplomatiquement aussi, Helsinki joue les intermédiaires. Pont entre les blocs Est-Ouest, la Finlande accueille en 1975 la Grande Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ce n'est qu'après la chute de l'URSS qu'elle rejoint finalement en 1995 l'Union européenne, en même temps que la Suède et l'Autriche. Une fois devenue membre actif de l'Union européenne, la Finlande a de fait mis fin à sa neutralité traditionnelle. Le réveil de l'impérialisme russe sous Vladimir Poutine, poussant par ailleurs toujours plus la Finlande vers l'Occident, voyons comment. Dès 1995, la Finlande s'est pleinement engagée dans l'Union européenne, adhérant à l'espace Schengen et à l'euro, contrairement à ses voisins scandinaves. Aujourd'hui, les 2/3 de ses exportations se font avec l'Union européenne, surtout des machines-outils, du bois et de la pâte à papier, de la chimie et de la métallurgie. Ses principaux clients sont l'Allemagne et la Suède. Le tracé de ces routes et de ces réseaux électriques marque bien cette orientation vers l'ouest. Les autres clients de la Finlande sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais depuis la lourde récession des années 1990, consécutive à la fin du marché soviétique, 18% de chômage et des coupes sociales massives, le pays a surtout investi dans une économie de l'innovation, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Finlande va s'imposer dans la téléphonie, avec Nokia, numéro 1 mondial entre 1998 et 2011, les nouvelles technologies, la cybersécurité ou les jeux en ligne comme Angry Birds. Le pays ne cesse de se classer parmi les leaders européens en recherche et développement, en formation des adultes et en réussite scolaire, avec un budget par enfant qui est le double de celui de la France. Les Finlandais qui cultivent par ailleurs leur État-providence, protecteur et égalitaire, financé grâce à des dépenses publiques importantes. Même soutien aux autres institutions, justice, police, armée, santé, médias. Sans oublier leur gouvernement singulier, majoritairement féminin, et leur première ministre social-démocrate, Sanna Marin, symbole d'ascension sociale, de modernité et de jeunesse. L'objectif d'une économie zéro carbone prévue dès 2035 est largement partagé, malgré les 14 années de retard pour démarrer le réacteur nucléaire de type EPR d'Olkiluoto. Bref, il existe bien un modèle finlandais, lesquels sont régulièrement classés peuple le plus heureux du monde. En parallèle, la progression constante du parti dit des vrais Finlandais, populiste anti-immigration et eurosceptique, devenu première force d'opposition du pays, montre malgré tout la fragilisation du modèle. Mais sa plus profonde mutation, la Finlande l'a engagée depuis le retour de l'expansionnisme russe. Fruit de l'histoire, l'État et l'armée finlandais se préparaient depuis longtemps au pire, maintenant 270 000 réservistes, la plus importante artillerie d'Europe, et achetant depuis 1995 des armements interopérables avec l'OTAN, notamment des F-35 américains. Tendance encore renforcée par l'offensive russe de 2014 contre le Donbass et l'annexion de la Crimée. Mais c'est bien sûr l'attaque russe de février 2022 qui va faire basculer l'opinion publique finlandaise jusqu'ici neutraliste. En à peine 3 mois, 188 députés sur 200 votent pour l'intégration complète à l'OTAN. Afin de se placer sous le parapluie nucléaire américain et parce que la Suède voisine fait de même. Cet élargissement de l'OTAN, il va bouleverser la géopolitique de la Baltique. Jadis sous influence soviétique, cette mer est vitale pour Helsinki, mais aussi pour Saint-Pétersbourg, mégapole aussi peuplée que la Finlande. 95% du commerce finlandais transite par ces ports, notamment le port pétrolier de Sköldvik. Même si la présence de l'OTAN en Pologne et dans les pays baltes n'est que défensive, Helsinki s'inquiète de la réaction de Moscou, qui a déjà renforcé sa présence militaire à Kaliningrad. Le long de la frontière finno-russe, en revanche, c'est le contraire. Sur les 10 brigades qui y étaient stationnées, Moscou n'en a gardé qu'une, le reste ayant été envoyé en Ukraine. La rupture entre les deux voisins, Finlande-Russie, semble définitive. Helsinki a commencé à construire 200 km de murs le long des parties stratégiques de cette frontière, entre autres pour empêcher l'intrusion de migrants potentiellement manipulés par Moscou. Une frontière, rappelons-le, longue de 1340 km, qui est aussi la façade orientale de l'Union européenne.
Voilà pour ce voyage en Finlande, pays le plus heureux du monde, mais pays qui voisine avec la Russie de Vladimir Poutine et qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, a rompu avec sa neutralité en demandant à rejoindre l'OTAN. La Finlande vers laquelle ont fui un nombre important de jeunes Russes en septembre 2022 pour échapper à la guerre, tandis que Vladimir Poutine venait d'annoncer la mobilisation. On évoquait alors près de 8000 entrées par jour, notamment via le poste frontière de Vaalimaa. Mais rapidement, Helsinki a fermé la porte à ces jeunes Russes, la ministre de l'Intérieur finlandaise évoquant des demandes d'asile qui seraient désormais évaluées au cas par cas. Il a consacré sa vie à l'étude des peuples finno-ougriens. Bernard Lecaloc signe notamment cette histoire de la Finlande aux éditions Glyph. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv pour retrouver l'intégralité de nos vidéos. À bientôt. Il y avait un projet il y a 10 ans de Banque du Sud de Chavez à l'époque, qui finalement n'a jamais vraiment concurrencé le FMI. Est-ce que celle-ci, vu le nouveau contexte mondial, pourrait fonctionner? Oui, c'est en effet la banque qui pourrait devenir l'alternative, par exemple, à la Banque mondiale et au FMI, qui sont contrôlés, comme on le sait, par les pays occidentaux. Elle est adossée à un géant économique comme la Chine aujourd'hui, qui peut quelque part garantir les crédits qui sont délivrés par cette banque. Et donc, c'est une manière pour la Chine, finalement, de développer sa propre version de l'ordre multilatéral centrée sur les pays du Sud. Donc là, ça veut dire que c'est la Chine tout de même qui serait garant de cette banque. C'est ce que vous nous dites ce soir, parce que c'est pas très clair. C'est la Chine qui est le partenaire le plus important dans cette coalition des BRICS. C'est le primus inter pares de très loin vis-à-vis de tous les autres, en tout cas sur le plan économique. Donc beaucoup plus puissant que lorsque c'était Chavez, lorsque on parlait justement de ce même type de banque en Amérique du Sud. Donc là, on est quand même dans... C'est nouveau. Aucun des autres BRICS n'a la capacité financière et économique, le poids économique aujourd'hui qu'a la Chine, et ne l'aura sans doute pas dans les 20 prochaines années, que ce soit l'Inde ou a fortiori le Brésil. Donc la Chine vit son moment aujourd'hui et elle peut modeler le Sud global, comme on a dit, selon sa propre conception, et ça lui permettra aussi finalement de s'inscrire dans la durée, ce qui est aussi un objectif politique, je pense, du Parti communiste chinois. Jean-Luc Gnassi, est-ce que c'est ce que va signifier Xi Jinping aussi à Lula pendant cette visite? C'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire face à ce qui est considéré comme l'Occident collectif, et ça d'ailleurs c'est un peu c'est la propagande russe qui porte vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire par Occident collectif? C'est en gros ceux qui appliquent les sanctions, pour dire. C'est-à-dire l'OTAN, les pays européens, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Ça c'est le Nouvelle-Zélande, c'est l'Occident collectif. Et face à l'Occident, autour des États-Unis bien sûr. Donc face à l'Occident collectif qui est perçu comme un bloc et que on présente comme fauteur de guerre en Ukraine, il faut bien le voir, l'image que nous avons, eh bien, il y a une multipolarité plus souple, plus positive, qui laisse à chaque pays le soin de développer ses avantages, avec les BRICS, mais auxquels vont bientôt s'agglutiner l'Iran, la Turquie, l'Algérie. Et donc, on ne peut pas parler d'un bloc des multipolaires, parce que justement, c'est multipolaire, mais c'est un monde qui est uni dans sa critique de l'Occident collectif et qui est en train de s'organiser. Et la planète perd un peu de son universalité. Alexandre Kateb. Oui, cette idée d'Occident collectif, je pense qu'il faut aussi la relativiser, parce qu'on le voit, et le voyage du président Macron en Chine l'a bien montré, que l'Europe veut se dissocier également des États-Unis et affirmer son autonomie stratégique. En tout cas, ça c'est la doctrine française, tout à fait. Mais fondamentalement, je pense que le président Macron a raison quand il dit cela, parce que dans un monde multipolaire, l'Europe, finalement, peut également jouer le rôle d'un pôle de puissance, alors que dans une coalition avec les États-Unis, elle sera toujours le partenaire mineur, le vassal des États-Unis. Lula veut retrouver cette espèce de jeu mondial. Il a ce plan de paix, donc refusé par les Ukrainiens et les Russes, mais il y va avec ce plan de paix, voir Xi Jinping.
L'Ukraine, en fait, est un des premiers sujets qu'il va aborder avec lui. Sûrement, même si on n'en parle pas trop. Celso Amorim, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est le conseiller diplomatique de Lula, était à Moscou il y a 15 jours. Et donc, manifestement, ils ont parlé des voies de sortie, c'est clair. Le Brésil est un partenaire important pour la Russie. C'est un partenaire important, on parlera d'économie tout à l'heure, pour la Chine. Et surtout, le Brésil a dit clairement qu'il ne souhaitait pas jouer les médiateurs tout seul. Il veut jouer les médiateurs avec les BRICS et essentiellement avec la Chine. Et de fait, il a raison, parce que pour l'instant, qui peut jouer les médiateurs ? C'est pas le bloc occidental, et la France pour l'instant en fait partie, et pour longtemps. Donc il y a une carte à jouer. Il a une carte à jouer et il le fait, je trouve assez bien. Oui. Fanny Lothaire, vous qui êtes à Rio, qu'est-ce qu'on en dit dans la presse justement de ce déplacement de Lula en Chine? Est-ce qu'on parle justement de ce plan ukrainien, ce plan de paix? Oui, c'est un des principaux sujets qui est abordé aujourd'hui. C'est à la une de tous les journaux, le voyage de Lula en Chine. D'abord parce que ce que l'on voit ici au Brésil, ce que l'on perçoit, c'est que c'est un petit peu le jour et la nuit en termes de diplomatie brésilienne. Pendant 4 ans, durant le gouvernement de Jair Bolsonaro, la diplomatie était ici au point mort en quelque sorte. Jair Bolsonaro avait des relations vraiment catastrophiques avec la Chine, alors que pourtant c'est, et l'était, et ça restera le premier partenaire économique du Brésil. Mais souvenez-vous, durant la pandémie, Jair Bolsonaro avait accusé la Chine d'avoir répandu le virus du Covid, avait refusé d'acheter des vaccins chinois. Son fils, Eduardo Bolsonaro, sénateur, avait également plusieurs fois, à plusieurs reprises, accusé la Chine. Et la Chine avait répondu, riposté en disant que cela allait avoir des conséquences très négatives. Donc on est vraiment dans un virage à 380 degrés. Lula donne 5 jours de visite, ce n'est pas rien, 5 jours, c'est une visite très longue avec une délégation très importante. De nombreux accords, vous l'avez dit, sont dans les poches des membres de la délégation brésilienne. Donc ce partenariat économique est vraiment avant tout un partenariat diplomatique. Lula veut montrer au monde entier qu'il est vraiment un acteur essentiel de la diplomatie internationale, et ce conflit donne vraiment le premier exemple pour montrer que Lula peut jouer un rôle important dans un accord possible de paix avec l'Ukraine. Carlos Canal, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fanny Lothaire? C'est vraiment une diplomatie à la Lula qui reprend, on peut dire, puisqu'il était très présent à l'international à l'époque, lorsqu'il était à la tête du Brésil. Absolument. Dans son premier mandat, il avait même renforcé une tendance qui était présente déjà sous le précédent président, Fernando Henrique Cardoso, c'est-à-dire l'idée de faire du Brésil un global player, un pays du Sud, mais ayant des relations avec les différents pôles de l'économie et de la politique mondiale. Maintenant, effectivement, il reprend cette dynamique-là, alors que c'est une façon aussi très symbolique de fermer la parenthèse Bolsonaro, qui avait adopté une politique trumpiste, pour ainsi dire, sur le plan international, assez isolationniste et très axée d'ailleurs vers une relation étroite avec les États-Unis. Alexandre Keteb, c'est le retour de Lula sur la scène internationale. Est-ce que ça va faire plaisir aux États-Unis tout de même, ce rapprochement chinois aussi fort? Parce qu'on va parler d'économie ensuite, mais enfin c'est un rapprochement fort. C'est un rapprochement très fort en effet, sachant que la première visite de Lula a quand même été réservée à Washington. Donc il y a aujourd'hui ce jeu... Il a vu Joe Biden avant de voir Xi Jinping. Il a vu quand même Joe Biden avant de voir Xi Jinping. Maintenant, effectivement, c'est spontanément, il va plus vers Xi Jinping parce qu'il sent que c'est là que le Brésil a une carte à jouer sur la scène internationale. Contrairement à Bolsonaro, qui finalement s'était quelque peu vassalisé à l'égard des États-Unis. Et c'est pas quelque chose qui finalement sert le prestige international du Brésil, sa stature et même les relations économiques qu'il peut nouer à l'international avec des acteurs comme la Chine. Nouveau numéro de Reporter sur France 24, et c'est en Somalie que nous nous rendons aujourd'hui. Dans l'est de l'Afrique, la sécheresse fait rage. Le pays est habitué depuis des décennies, mais avec le changement climatique, ces sécheresses se multiplient et s'accentuent, entraînant la mort du bétail et la famine des populations. On estime que 7 millions de personnes sont aujourd'hui en insécurité alimentaire en Somalie. Et faute de financements internationaux suffisants, l'aide humanitaire peine à arriver dans les régions reculées. Bastien Renouille s'est rendu dans la région du Puntland, où la situation est particulièrement dramatique. Voici son reportage, Somalie, le cycle de la famine.
La Somalie est engagée dans une course contre la montre, perdue d'avance. La sécheresse est là. Dans l'état du Puntland, il n'a pas plu depuis 2 ans. Les bêtes meurent, et les hommes aussi. La nourriture se fait rare, la famine menace. Il faut d'urgence sauver ceux qui peuvent encore l'être. Abdi, 9 mois, pèse 5 kilos. صح نفقة درada marka أول shimooyinka matag saa'id ahaade laakiin nafaqa daradan awal buu ku soo jiray maxaa sabay inuu nafaqa daro noqdo waxa ku soo jiray waxa keenay on tempo wuxuu qaadanay caanihi uu diiday. Sa mère l'a amené juste à temps dans ce centre pour enfants sous-alimentés. Grâce au traitement, il devrait survivre, malgré de graves symptômes. Il est déshydraté. Comme vous pouvez le voir, sa peau revient en place très lentement, ce qui indique une déshydratation aiguë, ainsi qu'une forte malnutrition. Sa fontanelle est creuse, ce qui indique une déshydratation importante. Ses yeux sont enfoncés, vous voyez, il est aussi très faible, il ne peut même pas pleurer normalement. Chaque semaine, l'hôpital accueille des dizaines de familles. 730 enfants sous-nourris sont déjà morts dans les hôpitaux du pays depuis le début de l'année et beaucoup d'autres n'ont même pas eu le temps d'accéder aux services de santé. En périphérie de la ville, dans ce camp de déplacés, un dispensaire apporte les premiers soins et trie les patients. Ici aussi, les enfants malnutris se succèdent. J'ai emmené mon bébé pour qu'il reçoive un traitement et qu'on lui donne un peu de supplément alimentaire. Ici, je sais qu'ils vont s'occuper de lui. Son fils ne sera pas hospitalisé. Elle reçoit cette pâte nutritive à base de cacahuètes ainsi que quelques médicaments. Cela fait 2 mois qu'Amina et ses 12 enfants habitent ici avec les déplacés des autres famines. 2011, 2017, la Somalie est habituée aux sécheresses. Mais avec le changement climatique, elles se multiplient et s'accentuent. Les aides de l'État sont quasi inexistantes. La Somalie est l'un des pays les plus pauvres du monde et aussi l'un des plus corrompus. L'argent n'arrive pas auprès de la population. Alors l'aîné de la fratrie fabrique des foulards qu'ils revendront aux autres déplacés. Amina, elle, peut enfin nourrir son dernier-né. Nous sommes dans ce camp de déplacés car tous nos chameaux et nos chèvres sont morts. Notre survie dépendait d'eux. Alors après leur mort, nous sommes venus là. Nous manquons d'eau. Il y a de plus en plus de maladies. C'est vraiment dur. Que Dieu nous vienne en aide. Ici, ils n'ont plus rien. Son mari, trop faible, est resté au village. Un de ses fils, lui aussi malade, n'a pas de traitement faute d'argent. Toutes leurs économies servent à acheter un peu d'eau. Ces bidons durent un jour ou 2. On utilise cette eau pour nettoyer nos vêtements, pour cuisiner, pour boire. Ça coûte tellement cher. Et même en y mettant le prix, parfois on ne parvient même pas à en trouver. Tout juste de quoi survivre. Pourtant, Garowe, la capitale régionale, est moins affectée que le reste du Puntland. La rivière est asséchée, mais il est toujours possible de trouver de la nourriture. Les campagnes sont les plus affectées. C'est là que l'aide humanitaire internationale doit arriver en priorité. Cette équipe de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, va observer quels sont les besoins les plus urgents. Partout, la population est menacée. On est au niveau national, on est dans une situation où on a quasiment
quasiment la moitié de la population, 7 millions, un peu plus de 7 millions de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. C'est énorme. C'est plus que ce qu'on n'a jamais eu auparavant. La dernière grande famine en 2011 avait causé 260 000 morts. L'assistance humanitaire est complexe en Somalie. Impossible d'accéder à la totalité du territoire à cause du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Mais le principal obstacle reste le manque d'argent. La FAO a besoin de 268 millions de dollars pour répondre à l'urgence humanitaire. Seuls 25% de cette somme ont pour l'heure été donnés par les bailleurs. L'équipe s'arrête dans le village de Bender Salam. Début 2022, ses habitants recevaient chaque mois de l'argent de la part de la FAO pour leur permettre de continuer à vivre malgré la sécheresse. Faute de moyens, les versements ont été stoppés. Depuis, une grande partie de la population a fui. Les personnes qui recevaient cette aide en dépendaient vraiment. Avec la sécheresse, le nombre de familles dans le besoin a augmenté. Donc il faut plus d'assistance. Ils doivent aider les gens avec ce qu'ils peuvent. Il faut une aide d'urgence. Impossible de satisfaire immédiatement le chef du village. Pourtant, les habitants qui n'ont pas encore fui ne peuvent plus attendre. Les températures caniculaires, fréquemment au-dessus de 40 degrés, et l'absence de pluie rendent la vie impossible. Sans eau, le bétail ne peut survivre. C'est l'un de nos réservoirs. Il n'y a plus d'eau dedans depuis 2 ans. Cela fait 2 longues années qu'il n'a pas été rempli par la pluie. Et la situation est la même dans tous les réservoirs des environs. Regardez la végétation. Tout est sec. Le seul magasin des environs a fermé. Avec la sécheresse, l'économie s'effondre. Ici, il n'y a plus rien. Pourtant, Bender Salam attire tout de même des réfugiés. Cette famille vient d'un village isolé, parmi les tout premiers à avoir été affectés. 1 million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la crise. Ça fait 1 an que je suis là, depuis que la sécheresse nous a touchés. Depuis que nous sommes arrivés, nous ne pouvons survivre que grâce aux gens du village. Nous n'avons rien. On attend ici. C'est vraiment compliqué pour nous d'accueillir ces gens. On ne peut pas les aider. On n'a rien pour eux. On ne peut rien faire d'autre que les héberger. C'est vraiment difficile pour nous, les responsables du village. À quelques kilomètres de là, 125 travailleurs s'affairent. La FAO organise la construction de petites digues. Elles retiendront l'eau lorsque les pluies viendront enfin, de quoi faire pousser de l'herbe que pourra manger le bétail. Un projet à moyen terme qui permet aussi d'aider les villageois immédiatement. Ceux qui travaillent sont rémunérés. L'urgence aujourd'hui, elle est climatique, mais elle est aussi financière. Et donc les gens ont besoin d'un minimum de cash pour pouvoir, sur les marchés locaux, de pouvoir se fournir pour les biens de première nécessité. Plus au nord, la situation est encore pire. Les conditions climatiques sont désastreuses. Les vents forts entraînent des tempêtes de sable, les rafales dépassent les 100 km/h. L'équipe a reçu un signalement. Des centaines de déplacés internes se sont installés au milieu de nulle part. Ils ont probablement besoin d'assistance. Tout un village a fui la côte pour venir à l'intérieur des terres. Ils attendent ici depuis 40 jours, mais aucune aide humanitaire n'est encore arrivée. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous arrêter ici? La côte est très loin, ils ont dû marcher plusieurs jours. Nous avons loué un camion quand la sécheresse s'est abattue, pour fuir les difficultés auxquelles nous devions faire face. Nous nous sommes arrêtés ici parce que nous ne pouvions pas aller plus loin. Nous n'avions plus d'essence, donc c'est devenu notre destination. C'est là que nous nous sommes installés. Ici, il y a de l'eau à proximité, mais elle est salée. Ces familles ont quitté un enfer pour un autre. Afin d'éviter une telle situation, il faudrait agir en amont, avant leur exode. L'assistance qu'on aurait dû pouvoir amener en ayant d'une part l'information et d'autre part les financements, surtout les financements, ça aurait été ce qu'on fait par ailleurs, un approvisionnement en aliments du bétail, tout ce qui est fourniture de minéraux, des vitamines, des campagnes de vaccination et surtout un accès à l'eau. Aujourd'hui, avec une fréquence de choc climatique qui est quasi annuelle,
il est clair que même avec cette assistance-là, c'est la survie même de ce mode de vie, donc le pastoralisme est remis en cause très clairement. Pour essayer de réduire au maximum l'impact de ces chocs, il faut pouvoir les anticiper. Chose encore impossible pour le gouvernement il y a un an, faute d'argent et d'infrastructures. Mais depuis fin 2021, ces fonctionnaires sont sur le terrain pour effectuer des relevés et comprendre comment la météo impacte leur pays. Je mesure la profondeur de la nappe phréatique pour comparer entre son niveau d'avant et celui en conditions de sécheresse. Toute la nappe phréatique du Puntland est appauvrie. Jour après jour, son niveau diminue. La situation empire. Leurs analyses effectuées, les deux hommes reviennent au centre de gestion des informations. Financé par l'Union européenne, il permet d'analyser la météo et son impact. Les lieux sont encore en grande partie vides, mais l'existence d'une telle institution est une avancée. Son directeur prépare un entretien avec le gouvernement et les prévisions sont alarmantes. Comme les graphiques le prouvent, la sécheresse va encore empirer jour après jour au Puntland. Ces informations aident le gouvernement à prendre les bonnes décisions pour préparer ses politiques et ses actions pour lutter contre l'impact de la sécheresse. Aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut pour effectuer un travail basique, mais nous avons besoin de plus d'argent pour pouvoir travailler de la meilleure façon possible. Cet argent, les autorités n'en disposent pas. Pas plus qu'elles n'ont les moyens d'aider leur population. La Somalie compte sur l'aide internationale en attendant une prochaine saison des pluies. Mais faute de financement, la situation ne peut qu'empirer. 2 millions d'enfants risquent la famine au cours des prochains mois. Voilà pour ce document signé Bastien Renouille. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.